À 8h35, la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Allez, je vous laisse deviner. Eh ben oui, comme le titre Le Parisien aujourd'hui en France, c'est bien lui, point d'exclamation. Sans surprise, l'humanité n'exprime pas son enthousiasme. Retour de Sarkozy, symptôme d'une démocratie malade. Pour les autres, des titres qui se veulent neutres. Le Monde, Sarkozy, retour par la case UMP. Le Figaro, UMP, Sarkozy lance la bataille de 2017. Libération, la droite en guerre. Il est donc absolument partout ce matin, Nicolas Sarkozy. Oui, et pour les éditoriaux, c'est menu unique. Le terme qui revient est assez parlant d'ailleurs, rouleau compresseur. Pour le reste, on ne peut pas dire que ce soit l'ovation des foules en liesse. Jacques Camus, dans La République du Centre, en perdrait presque son flegme. Puis encore 32 mois pendant lesquels on va nous rebattre les oreilles jusqu'à l'écœurement d'un possible remake entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, Michel Urvoy dans Ouest France exprime lui aussi sa lassitude. Il serait navrant, écrit-il, que le choix soit celui d'un homme supposé providentiel avant d'être celui du projet et surtout de la méthode pour le faire partager. Bien sûr, comme l'écrit Pascal Coquy dans les dernières nouvelles d'Alsace, il est fascinant de voir un grand animal politique s'ébrouer et reprendre sa place au milieu de l'arène. Mais pour le reste, écrit-il, qu'on m'élise président et on verra, en oubliant qu'on a déjà vu. Se présenter en messie pour simplement passer par la case UMP, résume Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, cela donne obligatoirement un peu de flottement dans le vêtement. Le flottement, on le retrouve aussi sur le fond. C'est d'ailleurs le plus intéressant ce matin, les divergences d'analyse qui montrent la réussite de l'opération écran de fumée. Les sarkozystes réformateurs, écrit Cécile Cornudet dans Les Échos, veulent croire que sa nature le conduira in fine à une politique libérale et courageuse. Bon, entendez la même politique libérale et courageuse d'un Emmanuel Macron par exemple. Dans l'opinion, Ludovic Vigogne estime que Nicolas Sarkozy a tout de même levé un coin du voile. Il proposera un projet de rassemblement dépassant le clivage gauche-droite, éloigné de la ligne Patrick Buisson. Mais dans le Figaro, Guillaume Tabar revient sur la promesse de référendum comme arme de légitimation. Se recentrer, se droitiser, écrit-il, il revient au peuple, comme le lui avait si souvent recommandé Patrick Buisson. Alors, vous avez compris quelque chose, vous ? Moi, non. À propos de référendum, Natacha, vous regardez dans le rétroviseur ce matin. Oui, parce que pour ce qui est du référendum, certains se souviennent peut-être du Nicolas Sarkozy qui, en 2008, enterrait par le traité de Lisbonne le résultat du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Oui, la mémoire, c'est utile. Et si vous voulez comprendre son fonctionnement, il y a le formidable hors-série de Science et Vie. On y apprend pourquoi les souvenirs de la petite enfance s'effacent. On se plonge dans les faux souvenirs que notre cerveau construit a posteriori. Comme si, par exemple, le fait de voir un homme au journal télévisé nous laissait croire tout à coup que son passage au pouvoir avait été une réussite. Toujours à propos de mémoire, des souvenirs de Libye ce matin. Mais oui, le seul moyen de lutter contre l'oubli ou les faux souvenirs, c'est sans doute l'information. Les Échos nous apprennent que ce sont par exemple les enquêtes du Financial Times et du Wall Street Journal qui ont révélé d'étranges liens entre la banque Goldman Sachs, vous savez, la banque qui a formé Mario Draghi et tant d'autres dirigeants européens, et le régime de Mouammar Kadhafi, à l'époque où la banque essayait de s'attirer les faveurs du fonds souverain libyen. Décidément, le régime de Mouammar Kadhafi avait beaucoup d'amis dans les années 2007-2008. Ebola et ses ravages qui se poursuivent en Afrique. Oui, ça c'est une photo en une du Monde. Une rue d'un village africain, quelques pneus jonchant le sol, quelques détritus et le désert. Personne dans les rues de Sierra Leone après la décision du gouvernement de confiner les habitants pendant 72 heures pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. On imagine le silence pesant et on lit avec encore plus d'émotion la page du Figaro racontant comment fut découvert le virus en 1976 au Zaïre. Des malades qui saignent par les yeux, les oreilles, les pores de la peau dans une mission où l'on réutilise les seringues. Un trajet jusqu'à cette jungle dans l'avion personnel de Mobutu rempli de camemberts qui ne laissent aucune place pour le matériel médical. Des médecins horrifiés, obligés de brûler eux-mêmes les corps des victimes et d'envoyer leurs prélèvements dans des laboratoires spécialisés avec la peur terrifiante d'un accident. Ebola, c'était le nom de la petite rivière inoffensive qui coulait près de la mission. On termine avec le témoignage d'une ministre. Mais oui, la ministre Michèle Delaunay a signé il y a quelques jours sur son blog un excellent papier contre les énarques en politique intitulé « Le tunnel ou comment faire carrière sans mettre un pied dans la vraie vie ». Je vous le conseille. Et dans elle, Alix Giraud-Delin a décidé de sauver les énarques. Pourquoi ? Parce que l'exemple d'Emmanuel Macron et de sa femme prouverait qu'un jeune énarque est l'homme idéal pour une femme mûre. Il fait déjà vieux d'ailleurs, et puis il a un boulot et un salaire de vieux, ajoute-t-elle. Et alors comment choper
développer un futur énarque sans se ruiner, demande la journaliste. Pas de problème, je cite, si l'énarque coûte cher à la France, 83 000 € par an, non seulement sa scolarité est gratuite, mais il reçoit près de 1 400 € par mois pour ses faux frais. Que du bénéfice. Pourtant, il y a une certaine Marianne qui n'épouse que des énarques et ça lui réussit pas du tout. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.